Bienvenue dans ce numéro de Maïcha. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Une façon aussi que nous avons de donner la parole aux femmes pour échanger sur plusieurs sujets. Aujourd'hui, c'est un numéro qui est consacré à Octobre Rose, ce mois où nous faisons un petit peu plus de sensibilisation autour du cancer du sein. Et tout de suite, j'aimerais déjà remercier l'association Amalka qui nous permet en tout cas de réaliser cette émission avec nos deux invités du jour. Et aujourd'hui, le sujet est essentiel. Nous allons aborder la sexualité dans un couple qui a été touché par le cancer du sein ou par toute autre maladie, même si aucune étude n'est d'accord réellement sur les chiffres. On constate quand même beaucoup de difficultés dans un couple, même des séparations dans un couple qui a été touché par le cancer du sein. Pour nous en parler aujourd'hui, Sophie Bourrel, sexologue, je suis ravie de vous recevoir ici dans Maïcha. Comment allez-vous ? Très bien, je suis moi aussi ravie de participer à cette émission, Maïcha. Merci beaucoup. On va aborder ensemble donc ce sujet de la sexualité dans le couple, un couple qui a été touché par une maladie, par la maladie ou par le cancer du sein. Et puis c'est aussi un plaisir pour moi de la recevoir sur ce plateau, Fatima Tricouart. Vous êtes coach en développement personnel et professionnel, spécialisée justement dans l'accompagnement des personnes touchées par la maladie. Vous êtes aussi fondatrice de la Maison du Second Souffle à Paris. Comment allez-vous ? Très bien, je suis ravie d'être au pays. Ça faisait 1 an que je n'étais pas revenue. J'étais aussi là dans le cadre d'Octobre Rose. Et là, c'est un plaisir de parler d'un sujet qui est si tabou, mais si essentiel. Effectivement, on n'en parle pas beaucoup. On ne parle pas beaucoup, déjà tout court, de l'intimité d'un couple, encore moins quand ce couple est touché par la maladie. Comment est-ce qu'on se répare? Comment est-ce qu'on se retrouve? Comment est-ce qu'on se séduit? On va en parler tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même beaucoup de transformations du corps après la maladie, que ce soit psychologique ou physique. Mais d'abord, Fatima Tricouart, aujourd'hui, vous accompagnez ces personnes, mais avant, vous avez aussi vécu un moment qui n'était pas très facile, voilà, qui est passé rapidement, je l'espère. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette expérience de vie? Est-ce que vous avez connu? Effectivement, j'ai décidé de m'intéresser à ces sujets pour moi qui sont... j'étais loin de tout ça avant mon expérience. À l'époque, j'appelais une expérience douloureuse. Aujourd'hui, je dis c'est un merveilleux malheur finalement. Ce sont 2 mots complètement antinomiques. Pourtant, ça m'a permis en fait de réaliser que lorsqu'on traversait la maladie, on avait cette possibilité d'en sortir lorsqu'on avait un lieu d'écoute, d'échange, des partages. Et j'ai eu cette chance-là. Puisque j'ai eu la maladie pendant à peu près 18 mois où j'ai été en convalescence, donc seule, isolée. Il faut savoir que quand on a la maladie, on se sent rapidement isolé, donc pas de travail, on est face à soi-même. On regarde tous les défauts parce que forcément, comme vous avez dit, l'image qu'on a de nous est altérée. Et parfois, c'est vraiment réel. C'est pas seulement. Pas dans la tête, quoi. C'est pas que dans la tête. Moi, je pesais 42 kilos, donc ça se voyait bien. J'avais plus de cheveux, donc j'ai une maladie auto-immune qui, avec un traitement lourd, qui va altérer d'autres organes, qui va altérer l'image de soi, qui va remettre en question et en cause tout ce que je faisais jusqu'à là. Et voilà. Puis la féminité tout court, en fait, de la femme, j'imagine, à ce notre moment-là. féminité, il est aux abonnés absents, donc elle est aux abonnés absents. Donc, du coup, j'ai eu cette chance d'avoir cet accompagnement. Et c'est ça qui va me permettre finalement, au-delà des traitements curatifs que j'ai pu avoir, c'est l'accompagnement. Est-ce que
pendant les traitements. Est-ce que ça a impacté sur votre vie intime? Oui, je ne dirais oui. Les fréquences sont beaucoup moins rythmées. Le désir, la notion du désir, la notion du plaisir, la notion d'envie n'est plus la même. Donc, lorsque on se remet en question, est-ce qu'il va me désirer? Parce que toi-même, tu ne t'aimes pas. Moi, je ne m'aimais pas physiquement. Je me rappelle un jour avoir dit, je ressemble à un cintre. Qui peut aimer un cintre? Un cintre, c'est pour porter des vêtements. Des vêtements. C'est pas du tout pour avoir ce côté charnel. Donc, ça a été très compliqué. Ouais, on passe par ces phases-là en tant que femme. On parle souvent de ces couples qui se séparent pendant cette période compliquée. Peut-être qu'on peut rappeler qu'il n'y a pas, on ne va pas diaboliser les hommes. Il n'y a pas que les hommes en fait qui demandent la séparation ou qui veulent la séparation à ce moment-là. Comme elle vient de le dire, Fatima, c'est aussi quelque chose qui se passe dans la tête de la femme. Est-ce que certaines femmes veulent, elles, ou demandent à ce moment-là de se séparer de cet homme, un homme avec lequel elle a connu la maladie? Est-ce que c'est une façon pour elle de guérir ou de se dire je vais guérir? Enfin voilà, est-ce qu'il y a un rapport entre la guérison, le divorce et la maladie? Alors j'aimerais revenir un peu sur cette étude. Cette étude, elle a été faite aux États-Unis sur 519 personnes environ, sur des pathologies lourdes, tumeurs cérébrales, sclérose en plaques. Et effectivement, il y a eu ce chiffre. Alors je crois que c'est 6% de femmes de plus qui se retrouvent seules après cette maladie. Or, pour l'étude Vican, qui est faite en métropole, on ne retrouve pas ces chiffres vraiment. Je dirais peut-être que la femme a eu une maladie et il y avait peut-être en amont des difficultés de couple qui n'ont pas été repérées ou qui n'ont pas été dites. Il y a eu peut-être aussi des croyances sur la féminité, c'est-à-dire je me sens plus femme parce que j'ai eu une opération du sein par exemple, ou parce que j'ai maigri, parce que j'ai grossi. Et du coup, elles se sentent plus femmes et du coup elles se disent bon ben je le mérite plus cet homme. Donc pour l'homme, je dirais que c'est assez difficile parce que il faut qu'il accepte que voir partir sa femme, donc quand ça allait, parce que elle est plus bien à l'intérieur d'elle, mais aussi d'ouvrir les yeux un petit peu sur ce qui se passait avant, c'est-à-dire la charge qu'elle avait au niveau de son travail, la charge à la maison, et que finalement elle n'était pas si bien dans le couple que ça avant ça. Quels sont les réels défis justement que rencontrent les couples après quand on apprend qu'il y a un cancer du sein au sein du couple? C'est quoi les réels défis? Parce que c'est vrai que là on parle beaucoup de ce qui se passe dans la tête, peut-être qu'on s'aime plus trop, peut-être que lui, peut-être... Mais concrètement, c'est quoi le vrai problème? Alors concrètement, à l'annonce, déjà, on se dit que ce qui est plus important, ça va être de survivre, ça va pas être... l'intimité. Ensuite, va y avoir tous les traitements qui vont être mis en place, donc la chirurgie qui arrive avant ou après une chimiothérapie. La chimiothérapie qui a des conséquences assez importantes au niveau anatomique et physiologique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des douleurs à la pénétration, il peut y avoir une sécheresse vaginale, et voilà, tout ça, plus la fatigue par la suite. Et ensuite, il peut y avoir aussi le traitement après, donc qui est l'hormonothérapie des fois. Et donc là, ça s'assimile un peu comme une ménopause, mais une ménopause précoce et une ménopause plutôt rapide, avec tout ce que ça entraîne, donc le changement corporel, cette fatigue intense, ces bouffées de chaleur, ces problèmes gynéco-urinaires. Donc il y a énormément de symptômes à voir avec les traitements, la charge de travail, la fatigue. Donc c'est vraiment multifactoriel.
On peut pas dire que c'est une chose, mais c'est vraiment tout, en fait, qui est remis en question. J'ai envie de dire, en temps normal, enfin, l'intimité au sein du couple, j'imagine que c'est le socle, enfin, ça fait partie des bases, peut-être des choses les plus importantes. Ça, c'est à vous de nous le dire. C'est vous la professionnelle. Comment on peut situer justement l'intimité au sein d'un couple? Est-ce que c'est primordial? Est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce que, voilà, comment on le range? Je vais séparer un peu l'intimité et la sexualité. C'est-à-dire que l'intimité, pour moi, dans le couple, c'est un peu la complicité, les choses qu'on programme ensemble. C'est les moments que l'on passe en couple. Alors, parce que quand on est couple parent, on a tendance à s'occuper de la famille. Mais là, je parle vraiment du couple, de prendre soin du couple. Donc, c'est toutes les petites choses qu'on fait naturellement ou alors qu'on s'oblige à faire pour garder un peu ce pétillant dans le couple. Donc ça peut être le bisou le matin, le bonjour mon amour, les petites caresses dans le dos, ça peut être tout plein de petites choses comme ça. Et ça peut être aussi tous les 15 jours, on se fait un petit resto tous les deux et on va parler de notre couple et de comment est-ce qu'on a envie qu'il avance. Après, la sexualité en tant que telle, alors je dirais que la sexualité pour l'homme pénétrative en tant que telle, elle me paraît important pour eux, mais parce qu'en fait, ils connaissent que ça. Je dirais, ils n'ont pas cette ouverture peut-être de voir autre chose. Donc la sexualité dans le couple, elle n'est pas obligatoire. C'est pas un besoin primaire comme manger, dormir. On peut être abstinent dans le couple et pour autant être heureux dans son couple. Néanmoins, la sexualité est un problème lorsqu'il y en a un des deux qui en demande plus ou qui en veut plus et qui a tendance peut-être à culpabiliser l'autre. Voilà, quand il y a le décalage, là, ça pose problème. Et là, alors je dirais, moi, qu'il faut réapprendre au couple à plutôt être dans le sensation, dans les 5 sens, plutôt que dans la pénétration en tant que telle. Donc c'est toute une rééducation à faire au niveau du couple, que ce soit chez la femme ou chez l'homme. Merci beaucoup pour ces conseils et pour cette expertise sur cette partie. Alors, on rappelle que c'est encore plus difficile, toutes ces choses sont encore plus difficiles à vivre pour une femme forcément qui est touchée par le cancer du sein. On le disait aussi tout à l'heure, Fatima, vous, cette maladie vous a fait carrément changer de vie. Oui, entre autres. À tel point que vous avez envie d'aider les autres aujourd'hui et vous le faites. Exactement, oui, c'est vrai que ça m'a permis de comprendre, parce qu'on m'a donné l'occasion de comprendre ce qui s'est joué. Quand vous dites on, c'est qui? Alors c'est une coach. D'accord. Elle est thérapeute, coach. Et donc je suis allée la voir et là j'ai vu le changement. Effectivement, j'avais eu un suivi psychologique auparavant, ce qui m'avait permis finalement de poser tout ce qui était lourd pour moi et d'avancer. Par contre, je ne voyais pas une vision. Je n'avais pas d'espoir. Je me sentais beaucoup plus légère parce que j'avais vécu des choses assez atroces pendant la maladie et donc ça c'est très bien pour retrouver un peu de souffle. Pour autant, pour l'avenir, il n'y avait rien qui se dessinait à l'horizon et c'est à partir du moment où j'ai rencontré cette femme qui me parlait de comment on voit maintenant la vie demain avec ce qu'on a aujourd'hui parce que l'on ne changera pas. Donc, et à partir de ce moment-là, j'ai vu un changement dans mes pensées, tout ce système de croyances qui dit ta vie elle est terminée, elle est foutue. J'ai vu que j'avais énormément finalement appris de cette maladie. J'avais développé des compétences que je pouvais mettre en pratique, les vendre aussi pour aller postuler dans un travail. Et puis j'ai réalisé en fait que j'avais envie d'aider ce que j'avais compris, le transmettre. Et pour le transmettre, il a fallu que je reprenne les études
Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai repris... débute une nouvelle aventure. Et voilà, une nouvelle aventure. Et après, j'ai vu qu'il y avait réellement beaucoup de demandes parce que je suis allée toquer dans les entreprises à Paris pour leur demander qu'est-ce que vous faites de vos collègues qui reviennent d'un arrêt de longue maladie. Et quand j'ai commencé à regarder les chiffres, c'était assez effarant. Une personne sur 3 changeait ou perdait son travail. Et ça, c'était pas possible pour moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai mis en place, parce que il faut raconter l'histoire qui m'a permis de créer la maison du second souffle. C'était lorsque je suis rentrée à la maison, mon mari m'a demandé alors ça va te coûter combien parce qu'il y a quand même l'aspect financier. J'ai dit c'est 100 € par semaine pendant 12 semaines d'accompagnement. Donc c'est pas donné à tout le monde. Et lorsque j'ai commencé à mettre ça en place, je me suis dit mais je ne ferai pas payer ce prix-là. Moi, je pouvais me priver peut-être d'aller chez le coiffeur. Il y en a d'autres, c'est alimentaire. Pour manger, pour s'occuper des enfants. Donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai voulu créer la maison du second souffle, qui existait déjà. Pas la maison du second souffle, ces accompagnements existent dans des hôpitaux à Paris. Donc, et toutes les personnes qui allaient là-bas, moi je voyais, c'était que des cadres supérieurs qui avaient compris la nécessité de se faire accompagner. Et je me suis dit, où sont les autres? La maladie n'a pas de couleur, n'a pas de religion, n'a pas de frontières. Donc, comment ça se fait? On les soigne ici, dans ces mêmes hôpitaux. Soit ils n'ont pas l'information, soit ils n'ont pas compris ce que ça allait leur apporter. Et c'est à partir de ce moment-là où je suis allée, et la première entreprise qui m'a permis de rentrer pour aller voir leurs salariés, c'était le groupe Elior. Donc je suis reconnaissante parce que ce sont des femmes de ménage, parce que c'est une entreprise d'entretien. C'est aussi la restauration d'entreprise, donc des serveurs et des serveuses. Et c'est cette classe populaire que je voulais toucher. Et le soir, j'ai été assaillie de coups de fil. J'ai des problèmes. Je ne savais pas que ça existait. Et pourtant, j'ai eu le cancer. J'ai été soignée dans cet hôpital-là, tel endroit. Et je ne savais même pas. Alors, est-ce que c'était un problème de l'image que les personnes qui étaient en face d'eux leur envoyaient ou c'était complètement pour elles, parce que c'est beaucoup de femmes plutôt, c'est pour ça que je dis elles, qui se disaient, c'est pas pour moi parce que je suis noire, parce que je suis arabe, parce que je suis... Voilà. Et en ce moment-là, elles sont reconnues en moi et elles se sont dit, si elle a réussi à faire quelque chose, peut-être que ça peut m'aider aussi. Et c'est comme ça comment c'est né... comment elle est née, la maison du second souffle. Voilà. Cet accompagnement que vous conseillez, j'imagine, toutes les deux, chacune dans votre domaine, que ce soit sur cet aspect-là, prendre confiance en soi, avoir de l'estime, et puis voilà, s'aimer, tout simplement, pour laisser un autre nous aimer ou une autre nous aimer. Il y a aussi le côté où on se retrouve qu'à deux. Est-ce que c'est aussi facile, dans votre domaine, d'accompagner les hommes et les femmes à se retrouver? Alors en général, s'ils viennent à deux, c'est qu'ils ont envie de faire le pas eux-mêmes pour se retrouver. C'est-à-dire qu'ils sont mis d'accord ils veulent vraiment se retrouver. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de couples qui sont vraiment très acteurs, du coup. C'est pas que l'homme ou que la femme. Je dirais même que c'est plus l'homme, là, pour le coup. Voilà. Quand ils viennent consulter, je trouve que les hommes, ils ont cette envie d'avancer. Voilà. Alors, peut-être que ça vient effectivement du ce désir-là qu'ils ont envie de transmettre. Le désir, c'est un peu comme quand on aime le chocolat et que on a vraiment envie d'en manger et on met tout en place pour qu'on puisse en avoir. C'est à peu près pareil. Et du coup, comme ils ont cette facilité peut-être à avoir du plaisir sexuel,
ils vont avoir plus envie de mettre les choses en place pour justement pouvoir aboutir à renouer cette sexualité avec sa femme. Et quand il y a le cancer du sein qui vient malheureusement dans la vie de ce couple, est-ce qu'à un moment donné, l'homme ne se dit pas aussi, il a peur de lui faire du mal, de se dire peut-être qu'elle est plus fragile? Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette crainte qui fait que, même sans le vouloir, des personnes se séparent, que ce soit aussi bien physiquement, psychiquement ou autre, se séparent en fait, non pas par envie ou par difficulté, mais c'est vraiment pour ne pas blesser l'autre, dans tous les sens du terme. Ça a été pour moi, en tout cas, le cas. J'ai eu... ça a mis longtemps avant qu'on puisse s'expliquer. Je savais que je lui en voulais. Je ne savais pas pourquoi je lui en voulais. Et lorsqu'on a pu, moi, travailler sur moi, déjà, comprendre, effectivement, il y avait ce sentiment de... Elle est tellement fatiguée, elle est tellement fragile, elle est tellement sensible que il faisait tout le reste pour permettre de garder ce couple soudé. Il me montrait par différents moyens qu'il y avait de l'amour. Mais effectivement, il y avait cette crainte de me fatiguer encore plus, encore davantage. Peur de vous faire mal. De me faire mal et puis de me fatiguer. Cette fatigue. Alors du coup, c'est ce que dans nos ateliers à la Maison du Second Souffle, c'est de permettre de dire, voilà, effectivement, il y a un problème de communication, parce qu'on est vraiment dans la communication là. Comment on n'imagine pas les choses à la place de l'autre. À la place de l'autre, voilà. Et donc, si moi, j'avais à un moment donné dit... Écoute, j'ai besoin de me sentir aimée, mais différemment, parce que moi, j'ai un corps médical qui me suit sur tous ces aspects-là, et que j'ai envie d'être en couple, mais pas avoir un autre médecin, un autre... voilà, exactement. Un infirmier domicile. Exactement. Voilà. Et du coup, peut-être que ça nous aurait permis de surmonter rapidement. Et donc, dans la Maison du Second Souffle, c'est vraiment dans cette communication. De toute façon, tu ne peux pas aimer un corps comme ça. Ça, donc, on se met directement une barrière, alors que peut-être que l'autre ne pensait pas du tout cela. Absolument pas. Et du coup, lui, il n'a pas du tout... il ne sait pas pourquoi il réagit de cette manière-là. Parce que même lui aussi, il est perturbé. Donc, comment communiquer de manière à ce que... on recommence les choses sans culpabiliser l'autre, sans penser que l'autre ça va la fatiguer. Donc, rétablir la communication avant tout. Merci beaucoup pour ces conseils. En quelques minutes, vos conseils pour rétablir cette vie à deux, cette vie sexuelle dans le couple, cette intimité après le cancer du sein. Je dirais qu'il faut... effectivement, énormément de communication, donc de dire vraiment ce que l'on ressent et ce pourquoi et ce qu'on veut vraiment. Ensuite, je dirais, dans un premier temps, il faut arrêter la pénétration et recommencer les câlins, les bisous, les moments tendres à deux, pour justement renouer avec son corps, chacun et l'autre, et que la sexualité, ça reste quand même un jeu. Et qu'on doit rire dans la sexualité. Donc, remettre un petit peu de pétillant dans ce couple qui a subi des traumatismes. Merci beaucoup, mesdames. Merci encore une fois à l'association Amalka, puisque je rappelle que vous êtes ici dans le cadre de cette table ronde qui s'est organisée pour lancer ce mois d'octobre, l'Octobre Rose. Et puis, toutes les deux, je pense qu'individuellement, on peut peut-être vous retrouver sur les réseaux sociaux. Si on a des questions à vous poser, il suffit de mettre votre nom. Je vous ai retrouvé facilement, donc je pense que tout le monde peut vous retrouver facilement. Et puis, si on a d'autres questions, qu'on n'hésite vraiment pas à aller vers Najla Toumani, qui est la présidente de l'association Amalka, elle ou les collègues, ou aller sur les réseaux sociaux également de l'association. On pose toutes les questions, on prend part aux discussions qu'il y a et puis on vous retrouve si on a besoin d'aide.
Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup de nous avoir accordé quelques heures de votre travail, puisque je vous ai pris entre beaucoup d'heures de travail. C'était très important pour nous de vous avoir dans cette émission. Merci beaucoup. Voilà, et on espère que cette émission aura apporté en tout cas des informations précieuses aux familles, mais surtout aux couples qui sont touchés par le cancer du sein ou par toute autre maladie. Octobre Rose, ce n'est pas qu'un mois. Voilà, ça continue, c'est toute l'année. Donc n'hésitez surtout pas à continuer à échanger autour de la maladie et à briser quelques tabous. On essaye. Chaque année, on ira encore plus loin. Voilà. On se retrouve très vite sur Mayotte la Première et on se retrouve tout de suite sur notre site internet mayotte.lapremière.fr. Et en attendant, soyez heureux et à très vite.